Bienvenue à cette dernière table ronde consacrée au débat démocratique sur la dissuasion, où nous allons écouter tous nos intervenants, que je ne vais pas représenter tout de suite, je le ferai un par un. Et nous allons évoquer dans cette table ronde à la fois l'héritage de Thérèse Delpech, les essais nucléaires français, et nous poser des questions sur la manière dont la dissuasion s'accorde ou se confronte ou en tout cas essaye d'échapper au processus démocratique, et la manière de pouvoir concilier en fait les conditions très particulières de la dissuasion qui appellent à la fois de la discrétion, voire le secret, de la complexité, avec l'impératif du débat démocratique. En gros, est-ce qu'il faut un débat démocratique sur ce sujet très 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 particulier, et est-ce que ce débat est possible et facile et possible à canaliser dans nos sociétés occidentales? Alors je vais d'abord demander à Georges Perkovitch d'ouvrir le débat de la Carnegie. Georges, vous êtes un spécialiste de la prolifération nucléaire et des affaires internationales. Vous avez 10 minutes. En quelle langue? Merci. Voilà. Welcome. It's my pleasure to be here. I'm going to be a bit controversial about this question, in part because then it makes it easier for me to think about how Therese would point at me and tell me I'm wrong, and we could have a debate all evening about these issues, which I terribly miss having those debates with Therese. And why I think we would argue is I don't think that democracy is a useful construct or concept when thinking about nuclear weapons and related policies. I think framing issues like nuclear deterrence in terms of democracies versus others is a distraction, and that it could even be a problem for security if global trends of internal crises in democracies continue. I will try to explore this through three questions. So the first question is, do we agree how to define what makes a state a democracy? Is it a country in which leaders are elected through free and fair election procedures? It's an obvious answer is yes, but I can tell you in the United States, all of this is disputed now. A majority of Republicans do not believe that Joe Biden won the election. There is now a fight in many states where Republicans are taking over the election counting bureaus and procedures, where they're changing the computer systems, where armed militias are going into where people vote, and the local court in Texas is saying that the election monitors can't ask the armed militias to step back from people who are voting. So the whole premise of our election system in the U.S. is now part of the challenge. One criterion for democracy is that there are systems in which competitors for office often have a shared culture of respect and the need for compromise. I would ask if certain parties in France gained power, would that respect for kind of compromise and back and forth be maintainable? It certainly is a challenge in the U.S. We see around the world that democracies are in crises, and many of them are falling out of the ranks of what used to be called democracy. We could talk more about these principles, but I'll put it another way, and with my dear friend Rakesh from the country that I love dearly, India. Is India democracy now with the BJP and the RSS and their mobilization of Hindu nationalism, their suppression of the media and free discourse? They have nuclear weapons, and they have to feel about how to deter, but I don't know that democracy as a layer to put over this debate is very useful. Second question, assume that most intelligent people will agree on what makes a country democratic. So we solved that problem, people agree. What do we mean by democratic debate or control over nuclear weapons policy? There are some technologies in the world that structure the way that human beings have to manage them. Nuclear weapons are one of those technologies. In all 9 of the countries that have nuclear weapons, there's a central decision maker, one person, in some places maybe 2,
who decide when and under what conditions they use nuclear weapons. That is a function of the technology, of the power of the technology, the nature of the interaction with it. I'm not criticizing this, but I'm saying, is it democratic that you don't have a check and balance like that? These technologies are so dangerous that much about them has to be kept secret. The security over them naturally has to be super. The secrecy around them has to be super. How does that reconcile with democracy to the extent that many of the elected leaders aren't allowed to get the information that you would want about the details of nuclear policy because it has to be kept secret? In the US and in other countries, the military do much of the planning about targeting and everything else. It's very hard for even the top elected officials to get details about that and to then engage with it or potentially change that. I'm not criticizing it. Again, I'm just saying that making democracy, when you're talking about nuclear deterrence or policy, just seems like an unhelpful thing. President Eisenhower, former President Eisenhower, talked about the military-industrial complex and how powerful that is and how constraining that was in the United States in terms of making policy. It's a reality, but it's not that democracy doesn't then distinguish itself in that way. Congress, we'd say, well, Congress and parliaments are a way that you manifest democratic control, and that makes us kind of superior to other systems. Well, I can tell you in the US Congress today, there are probably less than 10 out of 535 who could have an intelligent conversation about anything we've been talking about here today. Anything with nuclear policy, nuclear doctrine, targeting, consequences of the use of nuclear weapons, the legal parameters, international legal parameters, arms control in detail. It's a tiny number, and the other Americans in the room can validate that. So my point here is that the democratic debate isn't very meaningful. Now, paradoxically, Israel is a democracy that has nuclear weapons, but they don't have a democratic debate about it. And I would argue they have a very reasonable nuclear policy, and Ellie talked about this. But I think one of the reasons that it's been reasonable is that it hasn't been publicly debated and debated by the parliament and everything else. If parliamentarians are generally unprepared to engage on these issues, what about average citizens? How could we expect average citizens to be following the kinds of things that we're talking about? In the US, Scott Sagan and others do public opinion surveys and present scenarios to average voters. The general response, in somewhat plausible scenarios by the average voters is to use nuclear weapons, and the more of the adversary that is killed, the better. In many of these scenarios, the use would violate international law, but you present it to the public and they go, oh, no, killing 1 million is better than killing 200,000 because they killed some of our soldiers. Is that the kind of approach that would make any sense? Question 3. If the key to the nuclear revolution is the need for rationality and restraint in the use of force, including escalation if deterrence fails, the challenge we face now with Ukraine, why should we think that democracies will be more restrained than non-democracies? Now, theories of nuclear deterrence are based on unitary rational actor, all right? So kind of one mind, not a group, so there's no conflict, and then rationality, all right? Well, you think about both parts of that, unitariness and rationality, and you put them into democracy, and you get interesting variations. So democracies, by definition, aren't unitary. They're predicated on conflict and debate. But deterrence theory posits unitarianism. Rationality, I have one response to rationality, Donald Trump. I can go on, but he was elected as President of the United States in charge of our nuclear forces. And I can tell you, and we can tell stories about how alarmed the military and others were about that precisely over nuclear weapons. I said yesterday, when his Secretary of State called him a fucking moron, it was after a briefing about nuclear policy at the Pentagon. That's what prompted the response. So
And I venture to say that he may not be the last leader of a democracy going forward that one would not consider to be kind of the rationality that you'd want in charge of nuclear weapons. Restraint is vital to nuclear deterrence. But with democracies and the media environment, including social media that we have, the kind of restraint and willingness to compromise that we used to assume was a virtue of democracy gets harder to maintain. Our discourse, and somebody else was talking about it in one of the sessions earlier, it might have been Mark, about how we don't have kind of centralized media and narratives. There are all these different voices which can be manipulated, and fake news and other things like that. Well, that becomes a harder environment in which to have restrained discourse, I would argue. One of my latter points is that arms control or controls generally aren't subject to the kind of secrecy that nuclear policy is. So those proposals become more open and available for debate. But that kind of compromise that's entailed in arms control is generally very unpopular because you're compromising with your enemies. And so if we look at, for example, the Cuban Missile Crisis, which happened 60 years ago, a key way that was solved was President Kennedy agreed secretly to remove the nuclear armed missiles from Turkey. But he knew it had to be secret, or he wouldn't get away with it. Khrushchev agreed to keep it secret and then kept his promise. Didn't tell Russians or anybody else, hey, I got this deal. He withdrew without demanding it. Kennedy couldn't have done it. Can you imagine a deal like that being made in secrecy now, and the secret being kept long enough that the president who made the concession would feel, yeah, I can get away with that? So you do need secrecy for the kinds of compromises that security may depend on. Finally, China as a counterexample. I know we demonize China now for very good reason, but for 58 years, or at least 55 of 58 years, it had a remarkably restrained nuclear posture and nuclear policy, right? They always had fewer nuclear weapons than U.S. intelligence predicted. The arsenals and the Russian arsenals grew and were enormous. China kept theirs restrained. They had a no first use policy. They didn't make nuclear threats. They still don't make nuclear threats. Not a democracy, but a lot of restraint. So the value, as I would say, of democracy in all of this seems to me questionable. Now, I think most of this is moot in the sense that whatever the countries that now have nuclear weapons are keeping their nuclear weapons. Some of them are democracies, some of them are not democracies. Some of them are democracies and may become not democracies. They're going to have nuclear weapons. And so the category itself isn't that valuable. The challenge that we face, the vital challenge that we should be focusing on, in my opinion, is how can defenders most credibly deter aggressors who have nuclear weapons? And if deterrence fails, how can defenders least destructively, and therefore most credibly, end hostilities on terms that aren't worse than nuclear war would be? That's the challenge, whatever the political system we're dealing with. Decision makers that don't face competitive elections or free media environments may have an advantage in manipulating fear and threats of force in these contests, but they also may have an advantage in backing away from the brink for similar reasons. Democracies who do face these constraints must then seek comparative advantage somewhere else in the quality of our military leaders and technology, the justness of our purposes, and the attractiveness of our economies and societies. And on this, I think Therese would agree absolutely. This was part of her central focus. And on this challenge to make our own societies more just, more attractive, more restrained, I think we have so much to do, I know in the United States, but I think in other countries. And so I think focusing on kind of that
improvement rather than on the juxtaposition of us as democracies and the other guys as something less is where our preoccupation ought to be. Thank you. Merci Georges, même si on ne sait plus où on habite maintenant, mais je vais passer la parole à Nicole Niesotto du Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. Vous êtes une experte des questions européennes, des questions de sécurité et des questions internationales. Merci beaucoup Isabelle. D'abord, je voudrais remercier la FRS et Bruno Tertrais en particulier de m'avoir invité sous l'ombre intelligente de Thérèse Delpech. J'admirais énormément Thérèse et un de mes regrets, c'est que nos divergences de vues, qui ont été fortes, en particulier lors de la guerre en Irak en 2003, où je dirigeais un centre européen, et elle m'appelait à 4h, 5h du matin en me disant « Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que l'Europe va faire ?» Et un de mes grands regrets, c'est que ces divergences m'aient empêché de lui dire à quel point elle était un modèle et qu'elle reste un modèle de rigueur et d'honnêteté intellectuelle. Donc je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Alors, cher Georges, vous avez raison. Venant d'un pays où le président de la République peut dire « la dissuasion, c'est moi », on ne peut qu'être d'accord avec vous sur le fait qu'il y a un paradoxe presque philosophique, en tout cas structurel, entre la démocratie d'un côté et la dissuasion nucléaire de l'autre. Pour autant, moi je vais plaider pour davantage de débats démocratiques dans nos démocraties, sur la dissuasion nucléaire, bien sûr. Parce qu'une des choses que Thérèse m'a appris, c'est que quand on a un sujet, on le traite. On ne fait pas du hors-sujet. Et donc, je vais le faire en évoquant 3 paradoxes et 4 arguments. Le premier paradoxe, quand on regarde historiquement, depuis 1945 donc, l'histoire des débats démocratiques sur la dissuasion nucléaire, on s'aperçoit, et je caricature bien sûr parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de cette histoire, on s'aperçoit que nos débats démocratiques sur la dissuasion sont des débats extrémistes, c'est-à-dire ils oscillent entre soit le silence absolu et la passivité totale, soit l'opposition et la manifestation brutale dans les rues. On a 2 grands exemples, c'est la bombe à neutrons en 1978 et surtout l'affaire des euromissiles en 1983-1986 en Allemagne et partout en Europe sauf en France. Mais en tout cas, quand il y a débat entre guillemets démocratique, il se manifeste aux 2 extrêmes de la chaîne de la discussion politique normale. Et ça n'est pas sain. Ça n'est pas sain que l'on puisse passer du silence total à la manifestation avec 3 millions de gens dans la rue. Ça, c'est premier paradoxe. Deuxième paradoxe que j'appelle le paradoxe ukrainien. Quand on regarde la guerre qui se déroule en Ukraine, on l'a tous dit aujourd'hui, on le remarque tous, la possibilité d'un emploi d'une arme nucléaire tactique s'est totalement banalisée dans le discours des experts à la télé, dans le discours des journalistes, à tel point que même hier, le président de la République a dit « ça suffit, le débat, il vaut mieux ne rien dire ». Mais moi, ce qui me frappe dans ce paradoxe, c'est que d'un côté, on a cette banalisation médiatique d'un usage possible de l'arme nucléaire, et de l'autre, un silence total des oppositions ou des citoyens démocratiques. On aurait pu penser que plus le risque de guerre augmente, plus la foule, plus les citoyens se mobilisent contre. On aurait pu penser, notamment en Allemagne, qu'il y ait de nouveau un mouvement pacifiste, anti-nucléaire très fort. Il y a eu simplement 2 députés en juillet qui se sont opposés à l'installation d'armes nucléaires américaines sur les F-18. Mais sinon, silence radio. Et je trouve que c'est intéressant. Ce paradoxe ukrainien, on peut l'expliquer de 2 façons. Soit les gens n'y croient pas, ce qui est une façon de dire qu'ils ont parfaitement intégré la philosophie de la dissuasion nucléaire qui est pour empêcher la guerre, donc ils n'y croient pas à l'usage d'une arme nucléaire. Soit, eh bien, c'est ce qu'on avait vu pendant les euromissiles, on ne se débat que contre son propre camp, et l'idée de débattre contre l'ennemi qui utiliserait les armes nucléaires ne vient pas à l'idée de nos citoyens. Mais il y a quand même quelque chose de paradoxal. Moi, encore une fois, je m'attendais, mais ça ne sera pas le cas, à ce que toutes les rues européennes protestent quant à une possible utilisation de l'arme nucléaire en Ukraine. Ça n'est absolument pas le cas. Et le troisième paradoxe, c'est un paradoxe français. Alors, il se trouve qu'on a, depuis quelques mois,
pas mal de sondages sur la France et la dissuasion nucléaire. Donc il y en a, moi j'en ai utilisé 3, mais il y en a quand même pas mal. Il y en a un de l'IFOP je n'ai plus les dates ni les chiffres, mais on en a 2 de l'IFOP, un avant la guerre en septembre 21 et l'autre depuis la guerre en juillet 22, et un autre d'Opinionway en mars 22. Et quand on regarde ces sondages, qui sont très précis, qui sont vraiment sur la dissuasion nucléaire, eh bien on s'aperçoit qu'une majorité de Français, entre 67 et 70, veulent, petit 1, que la France s'engage dans le désarmement nucléaire, petit 2, pense que l'arme nucléaire met en péril la sécurité du monde. Quand on compare à un sondage IFOP de 2017, 67% des Français pensaient que la dissuasion nucléaire était un point fort de nos armées. Et je conclus ce paradoxe français en rappelant un article de Pierre Asner il y a très longtemps, après la querelle des euromissiles. Il avait écrit dans la revue Politique étrangère, je crois, un article qui s'appelait « Un chef-d'œuvre en péril ». Le consensus français sur la défense. Eh bien, j'ai peur qu'aujourd'hui, on soit aussi devant ce consensus, ce chef-d'œuvre en péril, et que, faute de débat démocratique, on se retrouve un jour avec une rupture totale du consensus français sur la dissuasion française. J'en viens maintenant à mes 4 arguments en faveur de davantage de débats démocratiques. Alors, je ne dis pas qu'il faut tirer au sort des échantillons de citoyens, les mettre au Conseil économique, social et environnemental, les faire débattre avec des experts. C'est pas ça du tout ce que je veux dire. Mais quand même, il y a, me semble-t-il, aujourd'hui une nouvelle donne et de nouveaux arguments qui devraient amener nos autorités politiques, que ce soit en France ou dans d'autres pays, à davantage de débats sur la dissuasion. Le premier argument, il est traditionnel, c'est que je crois que dans les démocraties, le débat augmente la crédibilité de la dissuasion et donc la crédibilité du pouvoir du président de la République. Alors cet argument n'a jamais été retenu en France. Les présidents de la République l'ont toujours rejeté. Je me souviens quand on était membre du livre blanc de 2008 et j'ai été membre du livre blanc français sur la défense en 2014. Jean-Marie Guéhenno, qui présidait la commission sur le livre blanc, avait reçu une instruction de l'Élysée, c'était « vous ne parlez pas de dissuasion ». Donc c'était tout en deçà de la dissuasion. Et il y a bien d'autres exemples de ce type où l'argument que vous avez vous-même défendu, selon lequel la démocratie a besoin la dissuasion a besoin d'un débat démocratique pour être encore plus crédible, a été réfuté par les autorités françaises. Je trouve qu'aujourd'hui, alors que l'on parle de plus en plus du lien armée-nation, que notre ministre de la Défense parle de mobiliser davantage les réservistes français, je trouve qu'il est impossible d'avoir un vrai lien armée-nation en excluant du débat et de la proximité des citoyens un débat sur la dissuasion nucléaire. Le deuxième argument, c'est celui très connu, je s'imagine que vous en avez parlé ce matin, mais je n'ai pas pu être là malheureusement pour écouter les débats, c'est celui de l'amoralité de l'arme nucléaire dans une démocratie. On a parlé tout à l'heure du mal absolu et Thérèse elle-même remarquait que faire reposer son existence sur la vulnérabilité même de sa société est le paradoxe fondamental de la dissuasion. Alors, on peut dire que, tant pis pour la morale, les démocraties n'ont pas l'habitude d'être morales, mais dans l'évolution que nous avons sur un certain nombre d'évolutions sociétales, sur l'hyper-individualisme, sur la perte de l'intérêt général, sur la perte du service public, je trouve qu'il est important d'essayer de redonner un sens à cette contradiction fondamentale, d'essayer de la remettre dans le débat politique national. Les 2 autres arguments sont plus d'actualité. Premièrement, je crois que la guerre en Ukraine, moi je fais partie de ceux qui pensent que la guerre en Ukraine est un échec de la dissuasion nucléaire. Donc je suis en totale opposition à ce qu'a dit le président de la République hier, et j'ai peur que nos concitoyens aient la même approche. Jusqu'à maintenant, la dissuasion nucléaire avait empêché toute guerre en Europe. Aujourd'hui, on a un État nucléaire qui attaque un État non nucléaire en violation de tous les traités qu'il avait signés, notamment le TNP, notamment le Budapest. Et donc, cet argument, il faut le traiter.
l'échec aujourd'hui de la dissuasion Est-Ouest se manifeste par le fait que la Russie a osé, en deçà du nucléaire, attaquer un ennemi. Et deuxième argument qui va avec, non seulement la dissuasion nucléaire a échoué, mais elle est contournée. Et d'une certaine façon, Thérèse avait déjà bien raison en 2003, mais elle s'est trompée d'agresseur. Je crois que Thérèse a été une des premières à parler de la dissuasion, de la sanctuarisation agressive par la dissuasion. Mais à l'époque, elle pensait à l'Irak, elle pensait à Saddam Hussein. Aujourd'hui, Poutine se conduit comme Saddam Hussein. Il fait de la sanctuarisation agressive, comme essayent de faire les pays du tiers-monde. Et ça, je crois que c'est un échec de la dissuasion Est-Ouest. Il faut y répondre. On ne peut pas... Enfin, la guerre en Ukraine est une... Comme disait Kissinger l'autre jour dans un article, je ne sais plus où, il n'y a pas de précédent pour penser aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine. Et donc ça, c'est encore un argument. Et mon dernier argument, c'est le lien entre dissuasion conventionnelle et dissuasion nucléaire. Je trouve que le débat stratégique évolue, en tout cas dans ce pays et aux États-Unis également, dans un sens négatif. C'est-à-dire dans le sens où eh bien, il faut aller vers davantage de dissuasion conventionnelle, il faut se préparer à une guerre de haute intensité, c'est ce que dit notre chef d'état-major des armées, se préparer à une guerre de haute intensité, comme si, je dis bien comme si, parce qu'il ne le dit pas, comme si on était arrivé aujourd'hui dans une évolution stratégique dans laquelle le nucléaire ne dissuade que le nucléaire. Si c'est le cas, alors notre dissuasion est vraiment très affaiblie. Et donc je trouve que sur ce couplage entre dissuasion conventionnelle et dissuasion nucléaire, il faut un débat. Et je termine en disant quel débat. Encore une fois, je ne crois pas à un débat citoyen. Je ne suis même pas sûre qu'il faut avoir un débat aujourd'hui au sein de notre Parlement, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut en France pas seulement une loi de programmation militaire, il faudrait un vrai livre blanc avec une vraie commission sur le livre blanc qui soit transpartisane, qui soit transgénérationnelle, qui soit un peu sur les modèles d'autrefois, avec non seulement des experts du nucléaire, mais des gens de la société civile, et qu'il y ait enfin un débat, non pas simplement, je termine là-dessus, parce que jusqu'à maintenant en France, quand il y avait un petit débat sur la dissuasion, c'était sur la deuxième composante. On l'a fait ou pas, on l'enlève ou pas, etc. Je crois qu'on n'en est plus là. Il faut un vrai débat de fond sur la valeur stratégique de la dissuasion nucléaire aujourd'hui. Merci. Merci Nicole. Alors, quel débat, c'est justement l'un des sujets, les espaces qui peuvent être ouverts à un débat sur la dissuasion. C'est justement l'un des sujets que va traiter Tiffaine de Champfenel de l'IRSEM. Je vous laisse le micro. Il faut appuyer quelque part. Non, ça marche. Merci beaucoup. Avant de commencer mon intervention, je voudrais préciser que je m'exprime ici à titre personnel. Je voudrais à la fois partager des remarques et des questions. Et je développerai 3 points. Donc mon premier point, c'est de revenir sur la notion de débat démocratique pour essayer de me concentrer sur un volet précis de ce débat démocratique. C'est-à-dire que le débat démocratique, cela inclut plusieurs volets. Et l'un de ces volets, c'est quelque chose qu'on peut appeler débat, mais peut-être pour le distinguer du débat démocratique, qui est une notion plus large, on pourrait l'appeler discussion. On peut le voir comme un échange d'idées, comme une production d'idées, comme une dialectique. Et donc, cette forme de discussion, elle est à distinguer du débat, disons, de la délibération démocratique. Donc c'est vraiment sur cet aspect que je voudrais me concentrer et sur des choses assez concrètes, vous allez voir. Donc, à mon sens, cette discussion, elle est très importante et elle exige plusieurs conditions. J'en citerai 3. Donc la première, c'est un certain niveau d'information. La deuxième, ce sont des espaces de discussion. Et puis la troisième, ce sont des volontaires, des participants, des personnes qui vont effectivement souhaiter prendre part à cette discussion. Mon iPad s'est éteint, pardon.
Ah, et c'est pas le bon code. Ne regardez pas. Merci. Voilà, je vais le changer. Alors, une chose importante, il faut une place pour la contestation dans cette discussion. Mais je crois qu'il faut bien distinguer la discussion et la contestation. Ce sont deux choses différentes. On ne peut pas limiter la discussion à une contestation. Alors la question se pose, pour rebondir sur ce que vous disiez, Madame Gnesotto, la question se pose de quels sujets peuvent être abordés. Et effectivement, par exemple, la question de l'articulation entre nucléaire et conventionnel. Est-ce que le débat est-ce que la discussion doit se concentrer sur des dissuasions ou désarmement de manière un peu polémique? Non, il faut que la discussion aborde des sujets. Donc vraiment, je pense que le débat n'est pas synonyme de contestation. Voilà, alors je viens maintenant à mon deuxième point, qui est le débat en France. Alors la première remarque que j'ai à ce sujet, c'est quelque chose qui est connu, et je pense que certaines personnes dans la salle portent cette critique que l'on connaît, une critique récurrente sur une absence ou une insuffisance du débat. Et elle émane assez régulièrement de la part d'acteurs qui sont opposés à la dissuasion, mais pas uniquement. Et on peut voir cette critique elle-même comme un argument dans cette discussion, et la preuve qu'il y a une discussion. Mais on voit aussi dans cette critique l'expression d'une insatisfaction. Et j'en viens à ma deuxième remarque, qui est donc ce qui est peut-être moins connu, et ce sont des réflexions qui me viennent après avoir travaillé au sein de l'administration, et c'est pour ça que je tiens à m'exprimer à titre personnel. Il me semble qu'il y a au sein de l'administration non pas une insatisfaction par rapport à une absence de débat, mais une volonté de permettre cette discussion et d'ouvrir cet espace de pensée que Philippe Herrera mentionnait ce matin. J'aimais bien cette façon de le formuler. Alors les signes qui m'amènent à cette réflexion, c'est là où je vais vraiment être très concrète, donc l'idée qu'il y a une volonté de l'administration d'ouvrir le débat et de le favoriser, c'est par exemple la publication d'ouvrages par des officiers généraux comme le 3e âge de la dissuasion de l'amiral Vandier, ou un ouvrage plus récent du général Maigret qui était le chef des forces aériennes stratégiques, ou encore des ouvrages de diplomates comme celui de Nicolas Roche, l'organisation de colloques, et puis un certain nombre d'initiatives qui sont destinées à offrir de l'information. Alors je voudrais m'arrêter quelques instants sur une des initiatives que je trouve intéressante. C'est le réseau nucléaire et stratégie nouvelle génération. C'est un réseau qui a été lancé à l'initiative de l'administration et qui est porté par des think tanks et qui a vocation à donner de l'information à de jeunes professionnels. Alors cette idée, elle est très ancienne, l'initiative elle est assez récente, elle a moins de 10 ans, mais l'idée est ancienne parce qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni, on a le même type d'initiative. Enfin, le même type, de plus grande envergure. Mais en tout cas, voilà, il y a eu cette initiative, et donc ce sont des promotions. Alors je crois qu'il y a des personnes qui s'occupent du RNS, du réseau nucléaire stratégie dans la salle. Peut-être que je me trompe, mais c'est une vingtaine ou une trentaine de personnes par promo, et avec une sélection de personnes qui ont des points de vue différents. Alors ça, je peux en témoigner parce que je suis déjà intervenue dans ce cadre, et que dans les discussions, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas que des pro-dissuasion, ça non. Donc voilà, il y a des discussions. Voilà. Et enfin, sur ce qui me semble être une volonté de l'administration de provoquer un débat, il y a aussi l'encouragement à la recherche. Alors, il y a sans doute, et c'est ce qui m'est souvent opposé par des universitaires, il y a des difficultés, évidemment, pour l'accès à certaines archives, mais il y a des possibilités, il y a des sujets, il y a des publications, enfin des endroits où publier, et donc il y a tout un tas d'initiatives aussi pour encourager la recherche. La troisième remarque que j'aurais dans ce second point, c'est que, toujours pour parler du débat en France, c'est
que la discussion, il me semble qu'elle a lieu aussi dans le processus de décision. Alors on parle du fait que la décision d'emploi, enfin c'est vrai que le rôle du président de la République dans la doctrine française, il est unique et il est important, mais on oublie que le processus de décision, il suit il est instruit, il suit des réunions qui mettent face à face différents services, différentes expertises, et qu'il y a une forme de discussion. Alors ce n'est sans doute pas le débat que les opposants à la dissuasion souhaitent voir, mais je tenais à quand même entrer un petit peu dans ce niveau de détail pour montrer qu'il y a une discussion qui se produit et une ouverture à la discussion. Le troisième point que je souhaitais aborder, c'est la place de la contestation. Parce que même si le débat ne se résume pas à la contestation, il est primordial que la contestation puisse s'exprimer, qu'elle puisse avoir lieu. Donc, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette contestation pourrait être dangereuse pour la dissuasion? Est-ce que finalement, cette contestation, on préférerait pas qu'elle soit écartée parce que ça met en danger la dissuasion. Alors, il y a évidemment plusieurs niveaux de réponse. Et je me suis attachée à répondre à un aspect de la question, mais d'une manière qui en fait va soulever pas mal de questions aussi. Donc la question c'est est-ce que la contestation peut nuire à la crédibilité de la dissuasion ? La crédibilité de la dissuasion, j'imagine que vous savez qu'elle a plusieurs volets. On peut parler des volets techniques, opérationnels et politiques. Et c'est évidemment le volet politique qui va nous intéresser. Et même ce volet politique, il a encore plusieurs aspects. Donc on peut citer la cohérence de la doctrine, la détermination du décideur à employer l'arme nucléaire, le cas échéant, plus généralement la légitimité de la dissuasion et de la décision. Et à partir de là, je voudrais soulever donc plusieurs questions. Est-ce que l'existence d'une contestation pourrait conduire l'agresseur potentiel à douter de la détermination du décideur ? Parce que finalement, c'est ça la question de l'impact. Enfin, c'est une des questions qui se posent quant à l'impact de la contestation sur la crédibilité de la dissuasion. La détermination, elle est évidemment centrale dans le mécanisme de la dissuasion, puisque pour que la dissuasion fonctionne, il faut que l'agresseur potentiel prenne au sérieux la possibilité de l'emploi de l'arme nucléaire. Donc est-ce que le fait qu'il existe une contestation nuit à ce mécanisme ? Et est-ce que l'existence d'une contestation pourrait nuire à la légitimité de la décision ? Je pense que si la contestation atteignait un point qui conduise à mettre en péril la légitimité de la dissuasion, alors la situation évoluerait au moment de l'élection présidentielle. Je vois mal comment on peut se retrouver dans une telle situation. Et finalement, je pense que si on regarde la question sous l'angle de la perception par l'agresseur potentiel, il n'y a pas besoin que l'agresseur potentiel ait la certitude que le président emploie l'arme nucléaire, mais simplement que la possibilité lui paraisse non nulle. Donc l'existence d'une contestation qui pourrait mettre en doute l'emploi de l'arme nucléaire ne me semble pas en question. J'ai pas regardé le temps. J'en suis où ? Ok, il me reste un dernier petit point. Alors, pour répondre à la question, pour continuer sur la question de la contestation et en la rapprochant de la question de la crédibilité de la dissuasion, je voudrais que nous déplacions notre regard au niveau international en parlant du traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui est entré en vigueur en 2021. Alors, ce traité... je vais être obligée de simplifier parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais peut-être que vous aurez des questions à ce sujet qui permettront de préciser. Le traité ne contraint pas les États par le droit, finalement, dans le sens où ce traité qui a pour but d'interdire les armes nucléaires, il n'est signé par aucun État qui possède des armes nucléaires. Donc, ce n'est pas de cette manière qu'il va imposer une norme d'interdiction.
Et ce que les promoteurs du traité ont souhaité faire, c'est d'avoir un instrument de campagne qui serait mené principalement par des ONG, pour stigmatiser et délégitimer l'arme nucléaire. Or, ces ressorts de stigmatisation et de délégitimation, ils vont fonctionner en démocratie. Et plus particulièrement dans des démocraties ou des pays où la sensibilité de la population à ce sujet est plus importante. Sur ce point, je voudrais renvoyer à l'étude de l'ECFR, donc qui date maintenant de 2019, sur les attitudes européennes sur la dissuasion nucléaire, qui donne un bon panorama, une typologie des attitudes sur la dissuasion en Europe. Donc voilà, les démocraties sont potentiellement vulnérables à ce type de campagne de stigmatisation et de délégitimation. Mais je pense que l'effet de ces campagnes dépendra aussi à la fois de la culture stratégique du pays concerné, donc la sensibilité de la population que j'ai mentionnée, et aussi du contexte international, le contexte actuel n'étant a priori pas favorable au désarmement nucléaire. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Tiffaine. Je vais passer la parole à... Ah, mais bien sûr, vous avez le droit. J'ai cru que vous alliez quasiment quitter l'estrade. J'étais un peu inquiète. Alors, Renaud Mels, vous êtes historien. Voilà, merci beaucoup. Je remercie Bruno Tertrais et Mélanie Rosselet de m'avoir invité, d'autant que je peux faire peut-être un peu figure d'avocat du diable, voire un peu de l'idiot utile de ces autocrates qui pourraient parier sur la dissolution de la cohésion nationale et par rapport à cette articulation qu'on a abondamment commentée depuis le début de la session. J'entendais un vague écho de cette inquiétude dans le discours de la dame ce matin. Je crois que c'est tout l'inverse que je vais vous montrer très modestement en historien, c'est-à-dire comment, assez empiriquement, avec le recul d'archives du reste que Dominique Mongin a évoqué tout à l'heure et qui montre qu'effectivement il y a une forme d'évolution en matière de transparence ou de possibilité d'ouvrir cet espace de débat dont parlait Philippe Herrera ce matin et auquel je suis évidemment tout favorable. Le contre-exemple, si vous voulez, ça va être cette dimension très matérielle de la mise au point de l'arme nucléaire à travers les essais en Polynésie. Et c'est plutôt donc le défaut d'information, je ne parle même pas de contrôle démocratique, mais l'abus de secret qui montre en creux des effets différés et différés dans le temps, diffractés dans l'espace. Alors vous allez me dire, puisqu'on parle de la Polynésie, la population de la Polynésie, c'est à peu près le 16e arrondissement, avec beaucoup moins de relais d'opinion que le 16e arrondissement. Donc on pourrait dire que ce n'est pas très grave s'il y a seulement le 16e arrondissement qui garde un mauvais souvenir de la mise en place opérationnelle de la dissuasion, sauf qu'il se trouve que la Polynésie, c'est l'Indo-Pacifique et qu'il me semble que depuis quelque temps, la France se souvient que ça peut être intéressant. Mon intervention, encore une fois, elle est en qualité d'historien, c'est-à-dire que sans vous embêter trop avec des méthodologies, ce que je sais un petit peu, je suis loin d'être un spécialiste du nucléaire, mais je connais un petit peu en revanche la question de l'émergence de la catégorie d'opinion publique dans les relations internationales, et ça me prouve qu'il y a une possibilité au XIXe siècle, puisque je suis au départ un XIXemiste, de se saisir des questions internationales très complexes et de descente, si vous voulez, des affaires politiques dans les couches les moins éduquées à l'époque de la société française, parfois à peine alphabétisées, à travers les questions internationales. Donc je pense qu'on peut postuler que des questions aussi compliquées que les affaires stratégiques peuvent, de la même façon, au XXIe siècle, être un vecteur de politisation et permettre des débats. Il y a eu une thèse tout récemment soutenue par Yannick Pincé qui reprend quelque chose qu'on sait tous plus ou moins, c'est que ce fameux consensus nucléaire, il s'est construit par le haut, plutôt par les partis, ce qui n'empêche pas de penser que l'opinion publique a joué aussi et a peut-être pas seulement suivi les partis, mais les a parfois devancés, notamment dans le cas singulier de la France, où, dans la mesure où l'arme était présentée comme une arme de non-emploi, le pacifisme foncier de l'opinion publique a peut-être aidé finalement au ralliement, y compris des partis de gauche qui étaient hostiles au départ. La question que je pose, c'est, à travers ce cas des essais nucléaires, jusqu'à quel point le secret est légitime dans la question de la dissuasion, hein, et quels sont les effets d'un défaut d'information et de débat. Je vais le faire à travers 3 points qui seront de plus en plus rapides, hein, parce que je verrai bien l'œil inquiet d'Isabelle Lasserre progressivement. La première question, c'est de voir comment le secret a entouré, alors ça c'est un peu d'autopromotion, on peut passer, mais bon, aussi quand même rapidement, pour vous dire qu'il y a quand même une publication qui a été faite récemment, j'arrive pas à revenir en arrière, c'est bien fait pour moi,
tant pis pour la pub. Il y a une publication récemment qui a montré qu'effectivement, le secret a entouré à tous les niveaux du processus des essais nucléaires, a commencé par le choix d'un site. Or, le choix d'un site, il a été dès le départ envisagé à travers plusieurs options sur un plan plutôt ultramarin, puisque vous voyez, c'est la Réunion, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française qui ont concentré la totalité des recherches. Ça, c'est une carte qui vient directement du service historique de la défense, qu'on a seulement reconstitué. Et le processus de choix, alors malheureusement, la marche arrière ne fonctionne pas, si elle marche parfois, il se fait à travers un voyage exploratoire d'un général un peu oublié aujourd'hui, mais qui joue un rôle considérable, le général Thierry, et qui, dès le départ, part sous une légende, sous une couverture, pour, dans la plus grande discrétion, explorer, faire une grande circumnavigation en avion et parfois en bateau. Vous voyez, vraiment un tour du monde qui, à l'époque, demande même, avec un Constellation qui a été armé pour l'occasion, faire de nombreuses étapes et qui vont permettre, avec parfois un peu de relais d'un aviso qui s'appelle, le nom m'échappe, peu importe, autour de la Nouvelle-Calédonie, mais qui va se contenter d'un survol en avion sur Tahiti. Donc ce choix se fait sans associer le moins du monde les populations locales, et il se fait en partie parce qu'on sait que les Polynésiens seront plus dociles et auront moins de relais politiques que les Néo-Calédoniens, même si ce n'est pas le seul critère. Il y a évidemment une tension entre l'efficacité et la sûreté, et très clairement, l'efficacité arrive avant la sûreté, même si, évidemment, en choisissant Moruroa, on choisit quand même, en comparaison d'ailleurs explicite avec les autres sites d'essai qui existent au moment de cette circumnavigation de 62, des déserts ou continentaux ou océaniques des îles. Et d'ailleurs, cet élément comparatif qui vient appuyer le choix de la Polynésie, un choix auquel, encore une fois, les Polynésiens ne sont pas du tout associés, et explicite chez les décideurs. Thierry dit, pour justifier le choix de Moruroa, au moment où c'est acté en Conseil de défense le 27 juillet 62, les Américains étaient dans une situation analogue à Bikini et à Niuetok, qui étaient entourés d'atolls habités, qui ont d'ailleurs été contaminés par les explosions. Vous voyez donc que le risque est assumé dès le départ par un effet de comparaison avec ce qu'ont fait les Américains. Cette politique du secret sur les risques qu'on connaît pourtant, elle est assumée là aussi, puisque la question est posée. Avant la première campagne, les services de sécurité mixtes qui sont créés à l'occasion entre le CEA DAM et les armées arrêtent qu'on ne communiquera pas sur les mesures de protection. C'est donc une stratégie du secret qui va aller assez loin, puisqu'elle va conduire à renoncer à ce qui était prévu au moment du choix, à savoir renoncer aux évacuations préventives, comme avaient pu le faire par exemple les Américains, pas toujours, mais c'est bien pour des raisons politiques, pour éviter de faire connaître le risque, puisque dans une rhétorique de maîtrise parfaite du risque, on renonce aux évacuations préventives. C'est perçu comme quelque chose qui était donc prévu au départ et auquel on renonce. Là, je vous mets des archives pour vous montrer que tout ça, effectivement, je peux vous le dire, néanmoins parce qu'il y a une forme de transparence nouvelle. Parce qu'un accident ou une évacuation préventive, il y a un signe égal. Dans les deux cas, c'est aussi mauvais. C'est le signal de risque non maîtrisé qui pourrait faire peur à la population. Et c'est d'autant plus embêtant, et c'est ce qu'on verra dès le premier essai qui va malheureusement faire des retombées, notamment sur les riverains des îles Gambier, qu'une retombée est perçue comme un risque non seulement pour la poursuite des essais, mais aussi pour la souveraineté française dans cette région, où elle ne va pas de soi. Et vous voyez que cette inquiétude qu'on a, eh bien, est-ce qu'on l'a gérée de la meilleure façon par le secret? Je crois que la fin de l'histoire montre que c'est plutôt l'inverse, et que c'est précisément l'excès de secret et de dissimulation du risque qui provoque perpétuellement un débat en boucle en Polynésie française, dont on a peu d'écho ici, mais qui, pour être stérile, n'est pas moins légitime. C'est ce que dit notamment l'amiral Lorrain, le vice-amiral Lorrain, qui est l'adjoint de Thierry opérationnel sur place, quand il est visité après la première campagne de l'été 66. Il dit très clairement, problème politique important, s'il ne faut pas évacuer les Gambiers, ça pourrait remettre en cause tir nucléaire, c'est des notes prises par l'amiral Vedel au Pacifique, et même présence française dans le Pacifique, ce qui est évidemment l'effet contraire de ce qui était recherché, puisque c'est aussi une des idées paradoxales de ce centre d'essai dans le Pacifique, c'est au moment où on décolonise globalement, réaffirmer la présence post-coloniale, au sens purement chronologique du terme, française en Océanie. Deuxième point, j'ai eu la bêtise de ne pas regarder, il me reste combien de temps? Moi j'ai regardé, Oui, il me reste combien de temps? 3 minutes? 2 minutes. Alors, je vais aller très très vite, ce n'est pas le plus important, mais c'est pour vous dire que la dernière campagne, celle de 95, dont on se souvient tous, sauf vraiment les plus jeunes, oui, non, il y a quand même des jeunes ici, a coagulé
d'une façon un peu imprévisible, en tout cas, je crois que Jacques Chirac n'avait pas prévu les faits, une opinion mondiale. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on a cartographié, alors c'est très rustique, c'est pas très sophistiqué, mais enfin on a quand même fait un effort en regardant plus de 50 titres, hein, une petite centaine de titres dans le monde. Et vous voyez, en gros, en jaune, on est à peu près neutre, en vert, on est favorable, en rouge, on est hostile. Et que ce soit à l'annonce des essais, que ce soit au moment du premier essai ou à l'annonce de la fin définitive des essais en Polynésie, on voit bien qu'il y a un agenda médiatique mondial, donc il peut y avoir aussi une opinion publique mondiale qui se saisit de la question de la dissuasion dans ses aspects les plus matériels, à savoir les essais. Je glisse aussi sur ces schémas juste pour que vous voyez que la notion même d'une opinion publique mondiale qui se pense comme telle, c'est-à-dire une espèce d'horizon moral, un magistère universel qui jugerait la France, est formalisée, c'est ce qu'il y a en bleu foncé à chaque fois, surtout au moment de la reprise des essais. C'est-à-dire que l'opinion publique mondiale a conscience d'elle-même et se saisit elle-même comme une espèce de magistère, un acteur capable de juger cette politique. J'en termine vraiment rapidement sur la façon dont la mémoire des essais est en fait plurielle et paralyse aujourd'hui non pas l'adhésion des Français à la dissuasion, mais certainement celle des Polynésiens et peut-être même finalement remet en cause leur attachement à la France. Je vais rapidement sur la mémoire des vétérans, mais je crois que c'est intéressant parce que c'est peu connu. C'est tout récemment que les armées elles-mêmes ont pris en charge finalement cette demande de reconnaissance des acteurs du CEP avec cette petite agrafe essai nucléaire. Maintenant, si je vais sur le territoire polynésien pour aller vraiment très vite, on peut dire qu'il y a une demande mémorielle depuis longtemps qui a été portée d'abord par les indépendantistes, Oscar Temaru qui est le leader indépendantiste et qui a construit cette stèle où il n'y avait même pas au départ, vous voyez, les trois tikis en bois. Puis il y a eu dans un deuxième temps, suite à la promesse de François Hollande, rééditée par le président Macron, la cession d'un bâtiment qui était le siège de l'état-major de la marine sur place pour un centre de mémoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette promesse qui répond à une demande de 2006 qui a été faite en 2016 n'a toujours pas abouti en 2022, car il y a bien des antagonismes mémoriels, y compris en Polynésie, mais aussi avec l'État, pour savoir comment on raconte cette histoire des essais nucléaires. Et ce que je trouve très frappant, c'est que lors des dernières élections législatives, qui ont mis le nucléaire au cœur du programme, on a retrouvé sur tous les l'échiquier politique, depuis les indépendantistes jusqu'au Rassemblement national. Vous avez ici un candidat polynésien du Rassemblement national qui, sur ces points 2, 3, 4, 5, parle du nucléaire d'une façon très défavorable, en demandant que la France, en tout cas, prenne en charge l'ensemble des dépenses sanitaires liées au cancer radio-induit. Et évidemment, Oscar Temaru continue à réclamer également que le nucléaire soit le levier d'émancipation complète de la Polynésie par rapport à la souveraineté française. Donc en conclusion, il me semble que la prise de conscience du secret et sans doute aussi du mensonge, il faut bien dire, qui ont blessé un peu le pacte démocratique, a menacé au moins localement non seulement l'adhésion à la dissuasion, mais aussi à la souveraineté française. On aura d'autres éléments de réponse. On en a eu quelques-uns aux législatives, puisque pour la première fois, sur 3 députés, on a eu 3 élus indépendantistes et aucun loyaliste, entre guillemets. Et on verra ce qu'il en sera aux élections territoriales en Polynésie au printemps prochain. En tout cas, il est plus que jamais temps, je pense, de restaurer l'espace public de dissuasion, selon la jolie formule de Philippe Herrera. Je vous remercie. Merci beaucoup, Renaud. Et je vais passer le micro à l'amiral. Allez-y. Comme cela m'a été suggéré, mon intervention sera d'abord un témoignage sur mes échanges avec Thérèse Delpech, qui me paraissent être plus que jamais d'actualité. J'ai fait la connaissance de Thérèse en 1997 en prenant mes fonctions à l'état-major particulier du président Chirac. J'ai été pendant 3 ans la petite main des travaux d'adaptation au contexte de notre doctrine et de nos moyens de dissuasion. J'ai beaucoup travaillé avec Thérèse à cette époque et nous sommes par la suite toujours restés en étroit contact jusqu'aux travaux du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 auxquels nous avons tous les deux participé. Je retiens de tous ces échanges 4 points saillants que l'on retrouve bien dans son dernier ouvrage, La dissuasion au XXIe siècle, dont le caractère visionnaire doit être souligné. D'abord, sa grande inquiétude face à la dissuasion multipolaire, et en particulier en Asie, sur laquelle elle mettait sans arrêt l'accent. Il y a 25 ans, et alors qu'il fallait prendre des décisions, ils étaient peu nombreux ceux qui défendaient ce point de vue.
Ces nombreux contacts dans la région, en particulier en Inde, donnaient beaucoup de fondement à l'expertise de Thérèse. Elle s'inquiétait beaucoup, en particulier, des développements chinois, dont elle soulignait le manque de transparence. Deuxième point, la nécessité absolue de conserver à notre concept de dissuasion un caractère strictement défensif, sauvegarde de nos intérêts vitaux, tout en maintenant une absolue crédibilité de nos porteurs, de nos vecteurs et de nos têtes nucléaires, comme de nos moyens de recherche et de développement. Je souligne par ailleurs que ce caractère strictement défensif me paraît être un des fondements de l'acceptabilité du concept par nos concitoyens. Troisième point, l'importance de la dissuasion nucléaire pour conserver la liberté de manœuvre du chef de l'État dans une crise extérieure. Thérèse revenait très souvent sur les risques de chantage, en particulier dans une crise gérée en coalition. Elle parlait du maillon faible, dont elle ne voulait en aucun cas que ce soit notre pays. Quatrième point, l'analyse des crises nucléaires passées, Thérèse s'inscrivait toujours dans le temps long, lui avait bien montré l'impératif de conserver un strict contrôle politique sur les armes nucléaires, en particulier au travers de ce que nous appelons en France le contrôle gouvernemental, qui ne paraissait pas, pour ce que nous en savions alors, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, revêtir partout dans le monde la même importance. Et la nécessité, pour éviter tout malentendu dans le discours dissuasif, d'améliorer la compréhension entre adversaires nucléaires potentiels, connaissance des doctrines et des organisations, contact et dialogue, même minimal. Dans son dernier ouvrage, Thérèse insiste sur la nécessité vitale d'approfondir la réflexion sur la dissuasion nucléaire. Il s'agit en effet de maintenir cette culture de la dissuasion qui a toujours existé dans notre pays. Il faut pour ce faire développer le vivier de jeunes chercheurs et historiens qui travaillent sur ce sujet. La création du Centre interdisciplinaire d'études sur le nucléaire et la stratégie à l'École normale supérieure est une des initiatives les plus marquantes de la période récente. Celui-ci fait partie, comme l'a indiqué hier son directeur, de l'héritage intellectuel de Thérèse. On a souligné aussi l'importance du réseau nucléaire nouvelle génération, qui me paraît également être une excellente initiative. Dans la conduite de ces travaux, on se heurte souvent à la question de la protection du secret. Ayant un peu perdu de vue ce sujet, j'ai réalisé que l'instruction interministérielle de base avait été profondément modifiée l'année dernière pour ce qui concerne en particulier les processus de classification et de déclassification. Dans ce difficile équilibre à trouver entre l'impératif de protection des informations, s'agissant d'armes de destruction massive, et le nécessaire travail des chercheurs, des historiens, je ne sais pas si un point peut déjà être fait sur ce nouveau cadre. Souvent, la dissuasion nucléaire est considérée comme l'affaire des spécialistes et des chercheurs, mais dans une démocratie comme la nôtre, elle ne doit pas échapper au débat en vue d'obtenir l'adhésion motivée de nos concitoyens. Pour traiter du débat démocratique sur ce sujet, je voudrais partir des travaux de révision de posture nucléaire que nous avons menés à partir de 1998. Ils ont eu pour but essentiel d'adapter notre posture, concept et moyens, à la diversité des situations auxquelles notre dissuasion était susceptible d'être confrontée. Ces travaux ne sont pas très connus, et pourtant quel bon exemple de fonctionnement d'une démocratie, puisque dans un contexte de cohabitation, ce qui doit être souligné, ils ont conduit à des décisions importantes ayant fait l'objet d'un consensus. À l'issue, en juin 2001, le président de la République s'est exprimé dans un discours à l'école militaire. Force est de reconnaître que cette intervention a eu assez peu d'écho et que les évolutions annoncées, certes en filigrane, n'ont pas été ou ont été mal perçues. Ceci illustre bien les difficultés de communication dans un domaine où beaucoup d'informations sont classifiées et où ce qui peut être dit doit être strictement calibré, car c'est déjà une première étape du potentiel discours dissuasif. On a coutume de considérer que la dissuasion nucléaire fait l'objet dans notre pays d'un vaste consensus. C'est d'ailleurs ce que paraissent traduire les sondages qui sont régulièrement effectués sur ce sujet, mais Nicole vient nous démontrer que c'est pas forcément si vrai que ça, et assez changeant.
Et donc, il faudrait effectivement que je regarde les derniers sondages dont vous avez parlé. Certains critiquent cependant la manière dont sont posées les questions à ceux qui sont sondés. D'autres voient des signes de fragilité. Il n'en demeure pas moins que la dissuasion, instrument ultime d'une volonté collective, ne peut reposer que sur une certaine appropriation du concept par nos concitoyens. Ce sujet fait malheureusement peu l'objet de débats dans les campagnes présidentielles. Sa complexité, comme ses aspects classifiés, sont souvent présentés comme de grands freins au débat public. Ces contraintes ne doivent pas, à mon sens, être exagérées. L'adhésion raisonnée de nos concitoyens est en effet une condition nécessaire pour que soient faits les efforts budgétaires nécessaires au maintien de la crédibilité de nos capacités de dissuasion et surtout à leur renouvellement. C'est aussi une condition pour susciter l'engagement personnel, j'insiste bien, l'engagement personnel, des jeunes ressources humaines très qualifiées, indispensables au développement, à l'entretien et à la mise en œuvre de ces capacités. C'est enfin une des conditions en situation de crise pour ne pas entraver la manœuvre dissuasive. Puisse ce colloque contribuer au réarmement intellectuel de notre démocratie que Thérèse Delpech appelait de ses voeux. Merci beaucoup, Amiral. Je vais prendre des questions dans la salle. Je vais en prendre 2 ou 3 d'un coup. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous limiter à une question, la poser de manière concise? Monsieur, il va arriver, il est en marche. Non, il arrive. Dominique Grenèche, consultant en nucléaire. Ma question est très courte, elle s'adresse à Madame Knesotto, excusez-moi si je ne prononce pas bien votre nom. Vous avez dit que, si j'ai bien compris, que l'Ukraine était l'exemple criant de l'échec de la dissuasion, sauf erreur de ma part. Est-ce que, alors je vous pose la question, je pourrais la poser autrement, mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est exactement l'inverse, dans la mesure où l'Ukraine a rendu ses armes, toutes ses armes nucléaires, je termine s'il vous plaît, a rendu toutes ses armes nucléaires dans une signature, vous connaissez, à Budapest, elle avait la capacité 5 fois celle de la France, 1700, voilà, nous c'est 300 bombes, bref, sous réserve que la Russie avait signé, les États-Unis, etc., et il était bien dit clairement qu'elle pouvait rendre ses armes à condition qu'on lui garantisse qu'elle ne serait pas envahie. Et la Russie a signé. Donc votre question, monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est plutôt l'inverse? Est-ce que le fait que l'Ukraine ait rendu ses armes nucléaires a permis l'invasion de l'Ukraine par la Russie? Ok. Est-ce que vous pouvez passer le micro à votre voisin de droite qui était le numéro 2 sur la liste? Bonjour, merci. J'avais une question par rapport au réseau nucléaire stratégique de nouvelle génération dont on a Vous pouvez vous présenter? Ah oui, je m'appelle Benjamin Wazielski, je suis employé CEA DAM. Voilà. Et j'avais une question par rapport au réseau nucléaire stratégique de nouvelle génération. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de son accessibilité savoir un peu plus de détails sur ce réseau? Et moi, j'ai une 3e question. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Nicole à propos de l'influence de la guerre en Ukraine sur les opinions publiques et sur le débat vis-à-vis de la dissuasion. Je voudrais savoir si la guerre en Ukraine provoque des changements dans les opinions publiques, mais aux États-Unis. Donc c'est une question pour Georges. Et je voudrais aussi savoir si la prochaine crise de prolifération qui se dessine, qui est, enfin j'affirme, oui, la crise iranienne peut avoir est déjà aussi en train de modifier le débat sur la dissuasion. Est-ce qu'on le sent en France ou en Europe? Alors, Nicole, tu veux répondre d'abord à la première question de monsieur? Oui, merci monsieur. D'abord, l'Ukraine n'a jamais possédé d'armes nucléaires. Les armes nucléaires étaient les armes de l'Union soviétique qui étaient, comment dit-on, situées sur le territoire ukrainien et surtout au Kazakhstan. Et donc, l'Ukraine
l'Ukraine n'a jamais rendu d'armes nucléaires. C'était un accord international qui était une des conditions de la transition pacifique, que la Russie, en tant qu'héritière de l'URSS aux Nations Unies, récupérait le potentiel nucléaire de l'URSS. Et donc, ça n'est pas... l'Ukraine, si je puis dire, n'a ni décidé, ni... voilà, c'était une des conditions pour que la Russie soit l'héritière de l'URSS, et je pense que c'était une excellente condition, et qu'à l'époque, on a bien fait de ne pas autoriser une prolifération de facto par dissolution de l'Empire soviétique. Parce que si vous impliquez qu'il faut que tout le monde soit nucléaire, comme ça tout le monde est sûr de ne pas être attaqué, eh bien, effectivement, c'est un argument en faveur de la prolifération, ce qui n'est pas mon cas. Moi, mon argument était, et je me plaçais d'un point de vue français ou européen, le fait que la Russie ait manqué à ce qu'elle a signé à Budapest et dans le préambule du TNP, et qu'elle est, en tant qu'État nucléaire, elle attaque un État non nucléaire à qui pourtant elle avait donné des garanties de sécurité, est pour moi un échec des dissuasions occidentales. Voilà ce que j'ai dit. Merci Nicole. Qui veut répondre à la question de Benjamin ? Oui, est-ce que je voudrais juste ajouter un point sur la question de est-ce que la guerre en Ukraine est un échec de la dissuasion nucléaire, même si je crois que la question a déjà été traitée ce matin, parce que je partage plutôt le point de vue de ceux qui soulignent que l'emploi de l'arme nucléaire, la mise en jeu de la dissuasion, elle est fonction d'un certain seuil, et que eh bien, les conditions ici ne sont pas celles qui impliquent la dissuasion nucléaire. Donc, en ce sens, ce n'est pas un échec de la dissuasion nucléaire. Voilà. C'était juste un petit point là-dessus. À votre question sur le réseau nucléaire et stratégie, c'est peut-être que vous voulez candidater. En fait, bon. D'accord. Ok, donc il y a d'autres personnes qui en parleraient mieux que moi, qui sont les chevilles ouvrières du projet maintenant, mais les renseignements peuvent être trouvés sur le site de la FRS ou de l'IFRI. À chaque rentrée, il y a une nouvelle promotion qui est sélectionnée, et puis toute l'année, les personnes qui ont été sélectionnées vont pouvoir avoir accès à des conférences, à des visites de sites important pour la dissuasion. Voilà. Mais bon, je ne peux pas être plus précise, mais je pense que vous trouvez facilement les informations. Je voudrais juste faire un point sur les sondages. J'en profite, j'ai le micro, mais je vais le lâcher après. Parce qu'il me semble que, bon, c'est très bien que la valeur des sondages pour restituer l'opinion publique, elle est discutée. Mais s'agissant des sondages que vous citiez, je crois que ce sont des sondages qui ont été commandés par différents organismes et qui proposent des questions différentes. Donc vous évoquiez le fait, Amiral, que la manière dont les questions sont rédigées est parfois critiquée. C'est pas mon propos, mais je pense qu'entre les sondages d'une certaine année et d'une autre année, on est dans d'autres questions, donc je ne suis pas sûre qu'on puisse faire la comparaison. Et le baromètre défense ne signale pas que les chiffres aient autant changé, il me semble. Voilà, je vous remercie. George, do you want to answer to any of the questions? Yes, and I also want to concur with Tifan said in response to the question about whether the war in Ukraine was a failure of nuclear deterrence. I think the questioner asked a failure of deterrence. I think it probably was, but I think what Tifan said is very important, that nuclear deterrence wasn't offered to Ukraine, and so it hasn't failed in this case. And we can have further discussion about how it may be affecting or limiting some of what Russia would do. But there's a distinction between deterrence and nuclear deterrence, which is a much more kind of specialized question. On your question, Isabel, you asked, has the Ukraine experience changed public opinion in the U.S.? First of all, I don't know. I mean, I don't know what polling's been
done on this, and it would depend, over the last 3 weeks, a lot has been said, and so it would depend which day you did the polling, and then it would depend very heavily on what the question is. In other words, in the discourse or the discussion, including in the media and newspapers over the last couple of weeks about this, you get a range of views depending on where people stop the movie. In other words, we should keep pushing, and the Ukrainians should keep pushing, and then they don't say what might happen if Russia used nuclear weapons after that. So that you would get one question there. If Russia uses nuclear weapons, you get a question there, okay, what should be done next? Depending on what we would do next, you get a different set of questions. Should we keep going? And if Russia responded with more nuclear weapons, you get a different set of questions, because now we've got a nuclear war. Do you want to keep going now? And so how you would frame that kind of discussion in time is very problematic. And so it's very hard to interpret what's being said now for that reason, I think. Vous avez des choses à rajouter? Oui, vas-y Nicole. Je voulais juste dire un mot. Si on considère que la dissuasion nucléaire dissuade l'emploi du nucléaire des autres, à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il y a un échec en Ukraine. Mais si on considère que la dissuasion nucléaire dissuade de toute guerre, je suis désolé, ça n'a pas marché. Et quand on dit que les sondages sont faussés, truqués, parce qu'ils sont commandés pour certains, pas pour tous, par des mouvements antinucléaires, je pense qu'on ferait mieux de les regarder plutôt que s'endormir sous l'idée que le consensus français est solide. Et quant à ta question sur l'Iran, est-ce que l'évolution de l'Iran change le débat sur la dissuasion? Moi, je commence toujours, quand je parle de l'Iran, de dire quand même, on est dans une situation qui ne serait pas arrivée si les États-Unis de Donald Trump n'avaient pas remis en cause le traité de 2017. Et ça, je ne comprends pas pourquoi c'est toujours la faute des Iraniens et pas la faute des Américains si on en est là, premièrement. Et deuxièmement, ce qui change aujourd'hui, me semble-t-il, la question iranienne, c'est l'extraordinaire coopération militaire russo-iranienne. C'est ça qui peut changer notre perception de la menace iranienne et de la dissuasion, plus que la question de la négociation en tant que telle. Monsieur là-haut, en haut à gauche, et ensuite monsieur à droite. Oui, bonjour, Jacques Bordet, ancien du CNRS et puis Gouache France. Je voulais juste revenir sur les sondages. Et je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux questions qu'on pourrait poser au public d'un pays, notamment en France. Est-ce que vous êtes d'accord pour que la France désarme nucléairement unilatéralement, ou est-ce que vous seriez d'accord pour que le monde entier soit moins dangereux s'il n'y avait pas d'armes nucléaires? C'est pas du tout la même question. Il y a un tas de gens qui diront non, non, nous unilatéralement on en a besoin, si les autres la gardent, chaque pays voudrait être le dernier à désarmer. Donc effectivement, est-ce qu'on a envie que le monde entier aille dans un processus de désarmement global qui reste à inventer? Le processus politique, effectivement, il n'est pas établi, il faut l'inventer. Et le TIAN a commencé un petit peu à faire ça pour mobiliser les opinions publiques des États non dotés, parce qu'ils savent très bien qu'ils seraient arrosés en cas de guerre nucléaire. Et donc, il ne faut pas mélanger ces deux questions, de la question d'un sondage, est-ce que vous voulez que le monde entier soit moins dangereux sans armes nucléaires, ou est-ce que vous voulez que la France n'ait pas d'armes nucléaires? D'accord, et votre question? Ma question, c'est de dire, c'est un commentaire, c'est de dire, il ne faut pas mélanger ces deux questions. Ok. Monsieur... Il y a une dame. Oui, après, juste après. Bonjour, je m'appelle Douglas Rochat, je suis chercheur à l'Institut d'études de stratégie de défense. Et vous parliez d'une certaine dichotomie entre les partisans de la dissuasion et les partisans de désarmement en France et à l'étranger. Ma question est donc, est-ce que c'est possible de concilier ces deux approches de l'arme nucléaire au sein des sociétés démocratiques aujourd'hui? Merci. Vous pouvez répéter, parce que après vous passerez en plus à votre voisine de droite. On n'a pas bien compris la question, si vous pouviez la résumer. Est-ce que c'est possible de concilier les deux approches, donc de la dissuasion et de désarmement, au sein des sociétés démocratiques aujourd'hui? Ok.
Bonjour, Héloïse Fayet, je suis chercheuse à l'IFRI sur les questions de dissuasion et de prolifération et je suis l'une des chevilles ouvrières du réseau nucléaire et stratégie dont on parlait. Et donc pour résumer, il s'agit d'un réseau ouvert aux moins de 40 ans et aux étudiants et jeunes professionnels. L'appel à la candidature a lieu en juin chaque année pour un début des activités en novembre et nous avons chaque année des candidats du CEA DAM qui sont généralement sélectionnés en interne. Donc, je vous invite plutôt à vous tourner vers vos supérieurs ou me poser des questions à la fin si vous souhaitez rejoindre le réseau. Merci. Encore une question, comme ça fera 2-1. Oui, monsieur devant. C'est Olivier. Oui, c'est ça. Dominique Mongin, j'ai juste une remarque très, très courte pour Nicole à propos de l'Ukraine. Rappelez quand même que l'Ukraine n'est pas une puissance nucléaire. Donc dire que la dissuasion n'a pas fonctionné... La nôtre. Mais on n'a aucun rapport. On n'a pas de dissuasion élargie vis-à-vis de l'Ukraine. Ben non, en l'occurrence, c'est deux choses différentes. Bon, et puis je pose ma question à Renaud concernant précisément, tu as parlé là, de la question du consensus par le haut. Maintenant, et ça rebondit en même temps sur ce que disait Nicole sur le débat démocratique par le bas, je mets des guillemets par le bas. Et je pense qu'il y a un très bon exemple en Polynésie française. Tu as co-organisé un colloque à Papeete en mai dernier où on a vu des professeurs de l'enseignement secondaire montrer comment ils enseignaient le fait nucléaire à leurs élèves. Et je trouve enfin, je pourrais peut-être nous le dire, ne penses-tu pas qu'ils ont un rôle pionnier dans ce domaine? On a vu que c'était fait de manière tout à fait interdisciplinaire. Il y a des profs de physique qui parlent du nucléaire, il y a des profs d'histoire, il y a même des profs de gymnastique. Est-ce que tu ne penses pas que c'est justement un bon exemple d'appropriation du débat démocratique par les populations? Ça, le colloque à Papeete, c'est quand même top classe. Hein. Allez-y, du coup, vous avez gagné le droit de répondre en premier. On a une candidate pour la modération du prochain colloque à Papeete. Je veux bien venir couvrir. Mais c'est pas si simple. Je crois que Dominique était là, il pourra vous dire que c'était pas si simple. On nous a littéralement, c'était une formule employée, vomi dessus. Et voilà, vous voyez ici, je suis l'avocat du diable, et là-bas, je suis encore l'avocat du diable. On est toujours mal reçu quand on est un historien. C'est moche. Je veux bien faire une toute petite analogie. C'est pas une réponse que la prospective ne sait pas faire, mais sur la question dissuasion, désarmement. Avec les années 30, parce que ça c'est aussi un moment que je connais un tout petit peu, et vous savez sans doute qu'il y a eu une grande conférence de désarmement à la SDN à Genève en 1932, et la question c'est l'ordre, c'est-à-dire que vous avez les socialistes comme Léon Blum qui dit on commence par désarmer, comme on est les plus costauds, on désarme les premiers et ça entraînera les autres. Puis vous avez les radicaux et la droite, Tardieu notamment à l'époque, qui disent bah non, on va éventuellement armer la SDN, mais on ne va pas désarmer, on va d'abord faire la sécurité, on désarmera quand les autres auront désarmé aussi, mais on ne peut pas désarmer les premiers, ce serait crétin. Ceci, les positions évoluent, je finis avec l'analogie, c'est le même Léon Blum qui va réarmer la France, contrairement à une idée reçue en 1936, alors qu'en 1935, Laval avait coupé dans les crédits militaires et pas permis notamment aux marins de se doter de l'arme qui aurait permis à Darlan de tenir tête, etc. etc. Bon, alors sur la question du colloque, tu as à la fois raison, Dominique, c'est par là que le salut vient, et en même temps, c'est terrible parce que, je ne veux pas faire le cynique, mais... il faut qu'il y ait un socle historiographique pour enseigner quelque chose. Et on est tellement pauvre, précisément parce que la loi de 2008 sur le Code du patrimoine, qui est plutôt libérale dans l'accès aux archives, a été extrêmement restrictive sur le nucléaire. Et là, j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez sur le secret nucléaire. Oui, sur le principe, on est tous d'accord. Aucun historien, en tout cas pas moi, n'a envie de voir une archive où on explique comment on fabrique une bombe. À mon avis, ça doit pouvoir se trouver ailleurs que dans les archives. Mais en tout cas, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne comprends rien de toute façon. Et il faut quand même être un peu naïf pour croire que les archives sont un site organisé, que dans un même volume, un même carton, vous ayez la façon dont les essais sont organisés et la façon dont on fabrique l'arme. C'est pas vrai. Et on nous a refusé avant, mais il faut que je témoigne de cela quand même. Il y a eu une table ronde, il faut être honnête, en juillet 21, où, quels que soient les attendus politiques, qui a tout changé. Ça, c'est certain. Il y a en ce moment une commission qui travaille depuis septembre 21 à la déclassification massive des archives sur l'essai nucléaire en Polynésie. Sur l'Algérie, c'est un autre sujet, on pourra en parler, mais vous vous doutez bien qu'il y a des enjeux diplomatiques un peu différents. Mais donc, il faut qu'il y ait un socle historiographique pour écrire cette histoire. Or, la commission travaille à partir des demandes qu'on avait faites. Et je vois maintenant, depuis l'automne 21, tout ce qu'on m'a refusé. Je peux dire que c'est une bonne blague. C'est-à-dire qu'on me refusait des histoires où un marin français avait un petit peu regardé une Vainée de trop près,
ou des histoires où un nuage radioactif était tombé, mais on m'a jamais refusé un carton auquel maintenant on me donne accès, où il y avait la moindre début de commencement d'explication de comment on faisait l'amorce pour passer de la A à la H, etc. Enfin, vous voyez, tout ce qu'on peut trouver quand même dans la littérature ouverte. Le problème, c'est que pour l'instant, comme ces archives n'étaient pas ouvertes, elles le sont depuis septembre 21, ce que ces admirables enseignants font, ils le font à partir des livres d'histoire assez lacunaires, voire faux, qui existaient, qui étaient soit ultra-militants, soit institutionnels et pro-domo de la part des institutions qui produisaient la bombe. Dans un cas comme dans l'autre, c'était non seulement hémiplégique idéologiquement, mais très pauvre par rapport aux sources. Et du coup, c'est à la fois admirable ce qui se fait, mais il faut que les historiens, les universitaires, les chercheurs en général alimentent à la source, parce que sinon, là, ce qu'ils enseignent, c'est pas toujours malheureusement des choses. Enfin, il y a des schémas de cours où c'est vraiment le complotisme qui règne. On explique que De Gaulle, un des cours qu'on m'a montré, c'est De Gaulle en 56 pendant sa traversée du désert vent en Polynésie, et c'est là qu'il choisit et qu'il impose le CEP qui sera en fait choisi en 62. Évidemment, De Gaulle n'est pas en mesure en 56 d'imposer quoi que ce soit. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'il y a des cours que malheureusement les générations futures seront mieux informées et pourront débattre avec des lumières de cette question importante, mais on peut espérer progressivement les choses changent. Merci Renaud. Qui veut répondre à la question sur le parallèle entre la dissuasion et le désarmement? Tiffaine? Et l'amiral, vous ne voulez pas répondre non plus après? Vous êtes au bout alors Alors je ne sais pas si ça va répondre réellement à votre question, parce que sous le terme désarmement, quand on l'oppose à la dissuasion, on peut entendre à la fois un processus par étapes, des mesures qui consistent à réduire les arsenaux, à plus de transparence, etc. Ou alors on peut concevoir le désarmement comme zéro, comme un état final. Donc je pense que ne serait-ce que dans la doctrine française, il y a une articulation entre dissuasion et désarmement. Même d'ailleurs avec la projection de cet état final du zéro, mais à relativiser dans le sens où le désarmement nucléaire pourrait aussi avoir des conséquences négatives en matière de sécurité plus généralement. Donc moi je ne vois pas d'opposition entre dissuasion et désarmement. Ensuite, peut-être que votre question, elle était davantage de savoir si les acteurs qui sont opposés à la dissuasion nucléaire peuvent parler aux acteurs qui vont davantage être favorables au maintien de la dissuasion nucléaire. Et je crois que oui, ces acteurs se parlent. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il y a une discussion. Même si parfois, on peut avoir du mal à discuter parce qu'on se situe sur des registres différents. J'en profite juste pour rebondir sur la remarque de Jacques Bordet. Certes, ce n'était pas une question, mais c'est effectivement crucial dans la question des sondages. La question, c'est pas vraiment de qui commande, mais quand vous avez une question qui est posée de telle sorte qu'on vous demande si vous pensez que la France devrait adhérer à un traité universel, vérifiable, qui serait signé par tous les États dotés d'armes nucléaires et possesseurs dans le monde. Enfin, et puis finalement, la réalité qui se présente, c'est un traité qui n'est signé par aucun État doté, etc. Enfin, voilà, il y a parfois aussi des questions qui amènent à des réponses. Mais voilà, bon, c'est pas une critique spécifique de ces sondages-là, mais dans tous les sondages, il y a forcément une façon de poser les questions. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Trois d'un coup. Valérie, c'est toi? Tu peux y aller. Donc, merci Valérie Niquet de la FRS. Donc, en mémoire de Thérèse, avec qui j'en ai beaucoup discuté, je voudrais revenir 5 minutes, enfin non, pas 5 minutes, une seconde, sur la Chine, qui était vraiment un sujet important pour elle. Et, voilà. Et peut-être une question donc, pour Georges Perkovitch. Moi, j'ai du mal sur l'adéquation entre la doctrine officielle de la Chine sur le No First Use et effectivement leur capacité qui reste limitée. Ils font pas, enfin, on va voir ce que ça va donner, mais jusqu'à maintenant.
Mais pour la Chine, quand on lit les textes, on voit très bien que le nucléaire fait partie de leur stratégie d'interdiction, voilée ou non exprimée ouvertement. Je ne me souviens plus quel général avait déclaré aux Américains, il y a déjà plusieurs années, est-ce que vous êtes prêts à perdre San Francisco pour défendre Taïwan? Je ne vois pas très bien ce que c'est d'autre qu'une menace assez peu voilée. Et quand on lit, pour revenir à la démocratie, les textes militaires chinois, ça revient constamment, cette idée que les démocraties sont faibles, que l'opinion publique peut être manipulée et que ça pèsera dans la décision, notamment des États-Unis, d'utiliser ou non l'arme nucléaire éventuellement contre la Chine. Donc c'était juste une question sur cette décalage entre la position officielle de la Chine et la réalité qui, à mon avis, est beaucoup plus complexe. Voilà. Georges, allez-y. I think all of these things are complex, and the situation in China appears to be evolving, but for the time between, say, 1964 and very recently, the type of nuclear weapons they had, the quantity of nuclear weapons they had, the way they were deployed, all indicated they were to be retaliatory nuclear weapons after somebody else initiated the nuclear war. So warheads separated from delivery systems hidden in mountains, not the kind of systems that you would deploy to be used very rapidly or in a first strike. And with the primary contestant being the United States, which had this much greater both nuclear arsenal, conventional capability, and so on, it would have been crazy for them to try to start a nuclear war. So I would argue that what they said, no first use, was consistent with what they had and with the logic of the situation. Now that may be changing. They're increasing, greatly the number of missiles that they are looking to deploy, presumably, and that those would be on the ground. I'm not sure what else is going on in terms of sea-based systems. And when you deploy weapons, if these are going to be in silos that aren't movable, it starts to raise the question, would you launch them under attack or launch them under warning? Because if you wait, they could be destroyed. So it starts raising questions about what first use might mean. But historically, and when Therese was alive, and one would debate this, the Chinese arsenal was quite different, and it was much more restrained in every way, and their rhetoric was much more restrained, notwithstanding the thing that a general might have said in the Taiwan Straits crisis. And again, that opens up a whole nother issue of how you define Taiwan, how you see it, what was happening then in the U.S. sending the aircraft carriers there and all of that, so we can talk about that. But Chinese leaders have always been restrained in this area. Now, that may all change, but we tended to ignore it in the U.S. and not engage with them in ways that would say, here's what we're prepared to do to keep you from building up or feeling like you have a need to do that. And that would have been greatly challenged because we had to deal with Russia, the Soviet Union, and that's the challenge now. Challenge now is enormous. This New START treaty with Russia expires at the end of 2025. There will be no more arms control limits formally. So, as Brad mentioned, the U.S. may feel pressure to build up because China's building up its force. But how do you explain to Russia, if the U.S. is building up to match China, do we say to the Russians, don't worry about it, it's not about you, we're not going to use these nuclear weapons against you, you shouldn't be bothered, this is about China? Of course the answer from Russia is not going to be the same. Just as vice versa, if we do things towards Russia and say to the Chinese, these aren't directed at you, don't worry about it, Chinese aren't going to believe that. So how are we going to manage that going forward, where the U.S. feels it has to simultaneously to deter both of these large powers, and at the same time would not want them
to, in a sense, react to what we're doing against two, and then each of them decides they have to react in a way which then would increase what we have to do. We have no way to deal with that right now. That wasn't your question, but it's... Merci. Yeah. Merci Georges. Nous allons... Merci à tout le monde d'ailleurs, pas seulement à vous. Merci beaucoup. Et je vais laisser le micro pour la prochaine table ronde.